Marceau, le soir, avec Marceau. Radio X. Pour la prochaine heure, on est en compagnie d'une spécialiste de la dépendance affective et du bonheur. Elle est aussi auteure. Elle a écrit plusieurs livres, dont celui qu'on va faire tirer ce soir, Gagner au jeu des échecs amoureux. Être heureux en amour, ça s'apprend. Pascal Piquet, salut! Bonsoir et un beau bonsoir à chaque personne qui nous écoute, et notamment à Christine et à Alexandre qui ont écouté un beau soir l'émission et qui ont entendu parler de moi et sont venus chercher les clés du bonheur. C'est possible d'être malheureux en amour? Et comment le savoir quand on est malheureux en amour? Alors d'abord, c'est pas possible d'être malheureux en amour. Jamais. On est malheureux en névrose, mais on peut pas être malheureux en amour. Aimer, c'est être heureux. Donc forcément, c'est pas possible d'être malheureux. Alors si on est malheureux en amour, alors il y a deux sens à ta phrase. On n'arrive jamais à tomber sur la bonne personne, donc on va dire je suis malheureux en amour. Ce sont les échecs amoureux, le thème de mon livre, Gagner au jeu des échecs amoureux. Ou alors, je suis en couple, mais je suis malheureux dans cette relation. Et quand on est malheureux dans une relation, ça peut pas être de l'amour, c'est de la névrose, de la dépendance affective. On peut pas être malheureux dans une relation affective, mais être en amour avec la personne. On peut pas faire les deux ensemble. Mais pourtant, ça m'est déjà arrivé. Oui, il peut y avoir des zones de turbulence, mais ça là, on ne dit pas malheureux. Ben oui, parce que tu sais très bien que tu es en amour avec... C'était des courtes relations. C'était des relations de 4-5 mois. Là, j'étais dans la vingtaine. Mais je savais très bien que j'étais en amour avec cette personne-là, mais que ça allait jamais pouvoir durer parce qu'on était totalement différents. Nos mondes n'étaient pas pareils. Moi, je travaillais de soir, je travaillais de jour, t'es avocate. C'était totalement différent. Je savais que ça allait nulle part. Ah oui? Mais j'étais en amour. Oui. Mais c'est parce que la sagesse, c'est... Un auteur très connu a dit que le cœur a ses raisons que la raison ignore, mais c'est faux. C'est la névrose a ses raisons que la raison ignore. Donc ça veut dire que à la base, il faut savoir vers qui on veut se tourner et étudier la candidature de la personne. Parce qu'effectivement, dans un cas comme le tien, la personne n'a pas la même vie que toi. J'ai une dame qui m'a appelé récemment, l'homme est parfait, elle vient de rencontrer un homme parfait. Il est extraordinaire, il est exactement ce qu'elle souhaite, sauf qu'il est engagé, il est marié. Donc ça veut dire pars en courant, prends tes jambes à ton cou, pars en courant. Ça, elle devait pas être contente d'entendre ça. Moi là, je ne dis rien dans ces cas-là. Parce qu'elle attend le prince charmant. Qui fait de belles promesses quand il est avec elle, il n'y a que elle qui existe, il fait des beaux cadeaux. C'est pour ça que faut pas les princes charmants, il faut les rois charmants. Moi, les princes charmants m'ont coûté assez cher, j'ai laissé tomber les petits jeunes, je suis maintenant avec un roi charmant. C'est parce que les princes charmants, ils ont la faculté de se transformer en crapauds. Tu sais, au bout d'un certain temps, et puis ils coûtent cher. Ils m'ont coûté très cher. Donc, c'est toujours de regarder si la personne peut être adéquate pour soi. Et il y a beaucoup de gens qui se lancent à corps perdu dans n'importe quoi. L'amour, c'est comme un tableau de bord d'avion. Il y a aucun pilote sur cette planète qui décollerait s'il y a un voyant lumineux rouge qui clignote. Eh bien nous, dans mon ancienne vie, quand j'avais ce problème de dépendance affective, c'était plus un tableau de bord, c'était un sapin de Noël. Mais je décollais quand même. Je le savais, on a tous eu cette petite voix qui nous dit mais ça va pas marcher. Donc toi tu le savais que ça ne marcherait pas. Cette dame le sait que le monsieur est engagé, ça marchera pas. Il y a une multitude de raisons de savoir que ça ne marchera pas, mais on y va quand même. Mais comme tu dis, c'est important de savoir si une personne est adéquate pour nous, mais pas si une personne est parfaite pour nous. Il y a une différence entre les deux, entre adéquat et parfait. Qu'est-ce que ça veut dire parfait? Parfait, selon moi, c'est quelque chose d'inatteignable parce qu'on est tous uniques, on a tous des différences qui font en sorte qu'on peut jamais être parfait pour quelqu'un d'autre. On a des petits défauts aussi. On a des petits défauts, des vieilles boxeurs. Troués pis tout. Mais reste que entre adéquat et parfait, il y a une marge. Faut accepter que l'autre personne devant nous ait des choses qui nous déplaisent des fois et c'est là-dedans qu'on doit trouver le bonheur. OK, c'est ça que tu veux dire par parfait. C'est ça que je veux dire. Donc tu veux pas dire la candidature parfaite, tu veux dire l'homme ou la femme parfaite. C'est en plein ça. OK, ça je pense pas que ce soit un terrain intéressant, la perfection. Je pense que ça va juste accélérer la névrose de certaines personnes qui nous écoutent parce que ça n'existe pas effectivement. Donc c'est simplement de trouver la meilleure personne pour soi. C'est-à-dire une personne avec laquelle on est sur le même registre de croyances, de valeurs, la même notion du couple, être rendu au même endroit et puis avoir des points d'intérêt communs. Mais il faut être pareil, il faut arrêter de croire que les extrêmes s'attirent parce que ça là, c'est le crash assuré. Pourtant un scientifique nous a dit le contraire.
Bah, écoute, les scientifiques nous ont dit que les extrêmes s'attiraient pour améliorer la race humaine. Pour s'accoupler. Oh là 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 là. Bienvenue dans le monde de la névro. J'aimerais bien savoir sa vie privée à ce monsieur-là. Non, tout va bien. Pour notre cher Normand, qui est un chimiste, tout va bien. Mais lui disait, oui, c'est dans la nature, tu sais, on essaie d'améliorer la race, bien entendu. C'est pas comme ça que ça marche, parce que si tu prends les loups, j'ai pris le mot dominant que j'utilise très souvent dans mon vocabulaire. Ouais. Le mâle et la femelle dominants sont les seuls à se reproduire parce qu'ils sont les plus forts. C'est le mâle le plus fort et la femelle la plus forte. Ouais. Et les louveteaux vont être nourris par le restant de la meute. Donc la pérennité de la race est assurée par les plus forts, pas par les extrêmes. Et ça, là, c'est comme ça depuis la nuit des temps. Ah, écoute, tu t'ostineras avec les chimistes, là. Moi, je n'ai pas cette audace. Mais écoute, je vais te faire un parallèle avec le monde du hockey. Est-ce que tu suis le hockey un peu? Ah, pas du tout, j'ai pas la télé. Il y a ce qui est... une fois de temps en temps, on croise des joueurs de concession. C'est des joueurs incroyables qui sont capables de faire la différence dès qu'ils embarquent sur la patinoire, sont capables de tout faire, être explosifs, expéditifs, capables de mettre la rondelle dans le but, dans le filet. Mais plus on vieillit, moins qu'il y en a de ces fameux joueurs de concession parce que sont pris, sont en couple. Et des fois, tu te ramasses avec quelqu'un qui a peut-être été un joueur de concession, mais était un peu usé par ses anciennes relations qui menaient jamais nulle part. Et ces personnes-là peuvent devenir même méfiantes à la limite. Donc, de dire, tu sais, je trouve ça intéressant ce que tu dis, c'est de regarder un peu le tableau complet pour dire est-ce que nous, on serait capable est-ce qu'on a les mêmes valeurs et tout ça. C'est difficile au premier regard, ça. Non, il faut poser les 5 questions qui sont dans mon livre, Gagner au jeu des échecs amoureux. On l'a dit une multitude de fois, mais c'est comme acheter une voiture. Est-ce que tu prendrais une voiture dont le carburateur menace d'exploser, les 4 pneus sont crevés et puis et le réservoir d'essence est percé? Non. Mais c'est un bon mécanicien. Il y a des choses qui se réparent pas si facilement. C'est que plus on vieillit, plus on rencontre des gens qui ont peut-être été blasés par d'anciennes relations, des gens qui ont été blessés, puis des blessures qui se sont pas encore refermées. Mais des fois, ça vaut la peine, des fois, de côtoyer un petit peu plus ces gens-là, sans nécessairement entrer en relation, mais pour voir si la personne peut évoluer puis guérir de ses anciennes blessures de guerre. Mais tu joues sur mes plates-bandes, là. Oui, je sais. Je connais ton histoire. T'as essayé de les tuer. Oui. Mais je peux expliquer pourquoi le monsieur a pris le volant pendant que sa conjointe venait de lui dire qu'il allait la quitter, hein. C'est parce que, en fait, les gestes qu'on pose la violence du geste qu'on va poser est à la hauteur de la souffrance qu'on vient de ressentir. C'est pas une excuse, c'est une explication. Ouais. Donc quand on balance ça à quelqu'un là en pleine conduite et qu'on dit tiens au fait j'ai oublié de te dire je vais te quitter, est-ce que vous pouvez imaginer le coup de poignard que vous prenez à ce moment-là et qu'il y a plus rien qui compte que la douleur que vous venez de ressentir à l'intérieur. Ouais. Donc c'est ça, plus la personne est déséquilibrée, plus elle va être violente et comme tu le soulignais, j'ai été très déséquilibrée et très violente. Je suis désactivée, tout le monde le sait maintenant. Mais tu t'es améliorée. Oui, t'as guéri tes blessures. J'ai déprogrammé mes blessures. C'est comme ça qu'on le dit. C'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire que on fonctionne sur des croyances, on fonctionne sur des choses que les événements nous ont démontrées, qui sont fausses, hein, puis on s'en imprègne. Et tu connais mes préférés, aimer c'est souffrir. Mais qui peut imaginer qu'aimer c'est souffrir? Il faut faire des sacrifices, des concessions et des compromis. Mais c'est toujours une relation de dupe. C'est qu'il y aura un perdant. Alors, est-ce qu'on a envie d'être perdant? Parce que si tu es le perdant, eh bien l'autre te soumet, il te domine. Et plus il te domine, plus il te méprise. Plus il te méprise, plus tu te soumets et plus il te méprise. Tu penses que c'est une jolie relation? Okay. Donc, avoir un mâle dominant ou une femelle dominante dans un foyer, c'est pas la bonne solution. Si. Il faut que le mâle et la femelle soient dominants. Okay. Et non pas un dominateur et un dominé. OK. Il faut que les deux se respectent et que les deux aient la gestion de leur propre vie sans se rendre esclave de l'autre. S'il y en a un qui domine, c'est foutu. Alors quand on entend il y en a toujours un qui domine dans un couple, c'est une fausse croyance. Oui, dans les couples en déséquilibre, il y en a forcément un qui domine. C'est le trou noir affectif, celui qui prend tout. Et l'autre, l'esclave, c'est le desperado, celui qui donne tout. Est-ce qu'on a tendance, des fois en couple, à se mettre en situation de dépendance?
Qu'est-ce que tu entends par là? Ça peut être une dépendance amoureuse. Des fois, il y a des gens qui sont ensemble puis ils vivent une dépendance financière qui font en sorte que peuvent pas partir de la maison. Entre autres, une mère qui a 3 enfants, qui est avec un mari qu'elle n'aime plus, ben elle se dit là, c'est parce que si je quitte, je m'en vais vivre dans un 4,5 avec mes 3 enfants. Ce sera pas facile, je réussirai pas peut-être à arriver. Il va falloir que je travaille au travers de ça. Tu soulignes un bon point. Ils restent à la maison parce qu'ils sont en dépendance financière. Bien sûr. Oui, tout à fait. Puis l'insécurité financière, là, après la peur de mourir, la peur de manquer d'argent, ça arrive au top 5 des peurs. Hein. Ouais. Et bien, évidemment, il y a les avantages sociaux qui vont être perdus dans une séparation, en plus de la solitude, en plus de toutes sortes de choses. Il faut savoir que la personne en dépendance affective, sa plus grande crainte, c'est la solitude. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ma page Facebook assez violente, je dirais, parce que j'en ai assez d'entendre les gens traiter d'imbécile la femme qui est frappée ou l'homme qui est trompé et dire bah, c'est bien fait pour elle doit aimer les coups si elle reste là, ou on entend de la part de l'homme bah, c'est tant pis pour lui, s'il a un mètre cocu, ça le regarde. Ça m'horripile parce qu'en fait ces personnes-là, je leur propose simplement de venir avec moi en haut du Grand Canyon et de se mettre au bord du précipice et je leur propose je te frappe ou tu sautes dans le vide. Qu'est-ce que tu fais? Tu imagines la réponse et systématiquement je vais endurer les coups. C'est ça. Parce que si je ne te frappe pas, tu sautes dans le vide. Et sauter dans le vide, pour la personne en dépendance affective, c'est quitter l'autre. C'est terrible. C'est terrible. Donc mieux vaut être frappé, humilié, tout ce que tu peux imaginer, trompé que seul. Parce que c'est un vide qui est à l'intérieur et que l'autre semble remplir, et c'est un marché de dupes une fois de plus. L'autre ne remplit aucun vide, mais c'est encore une fois l'aspirine sur un mal de dents. C'est-à-dire que tu penses que l'autre va être ton sauveur, ton aspirine, mais l'aspirine n'a jamais réglé une infection des gencives. Ouais. Donc ça va durer un certain temps, puis la douleur va remonter, et puis la peur de la solitude va revenir. Et donc les gens dépendants affectifs ont souvent très peur de la solitude. C'est ce que tu as mentionné. Ceux qui sont desperados, oui, peuvent avoir une grande terreur de la solitude. Et avec les réseaux sociaux, curieusement, ça vient de me frapper au visage. On les voit, ces gens-là. Bien sûr. Mais oui. Constamment, ils sont en train de demander « Hey, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? » Des gens qui sont ouverts à aller faire telle sortie. Une fois de temps en temps, il n'y a pas de mal à ça. Mais quand c'est à tous les jours et tu sais que la personne est célibataire, ça veut dire qu'elle n'est pas capable d'être avec elle-même. Non, c'est ça, mais c'est plus rigolo que ça. C'est le besoin de like. Je prends une photo de ma salade que j'ai faite ce soir avec des tomates de toutes les couleurs et puis j'attends qu'on like. J'ai une nouvelle paire de chaussures, je veux qu'on like. Je vais en vacances. Moi là, j'adore la guerre des Facebook, j'adore ça parce que tu vois toujours des belles photos, ils sourient, tu sais. Moi là, mes clients qui sont dévastés parce que leur ex est parti à Cuba avec la nouvelle conquête et puis et tout sourire sur les photos avec les poissons qu'il a pêchés, machin truc. Et puis l'autre, mon client est dévasté. Je dis mais là, t'as déjà vu quelqu'un se prendre en photo pendant qu'il vomi dans les toilettes parce qu'il a trop bu? As-tu déjà vu un couple se prendre en photo quand ils sont en train de se disputer? Jamais. C'est de la fausse représentation. Tout le temps. Et on va se mettre avec le plus beau sourire pour embêter les autres, pour montrer qu'on est en vacances, pour montrer qu'on est heureux, qu'on est joyeux, qu'on est ceci, qu'on est cela. Mais c'est déplorable. Et les autres, ça leur fait mal. Et encore pire pour, je sais pas, j'ai peut-être tort, là, mais pour pouvoir détecter ces gens-là qui ont un besoin d'attention, qui ont besoin qui sont de reconnaissance. Ils ont besoin de reconnaissance. Il y a souvent les gens qui publient quelque chose, qui partagent, que ce soit une photo, une vidéo, peu importe. Et lorsqu'il n'y a pas de réaction, on supprime. Ah ben oui, non, mais bien sûr, on supprime parce qu'on n'est pas capable d'assumer le fait que nous ça nous plaît, mais ce qu'on partage, ça plaît pas aux autres. J'en suis la preuve vivante parce que non pas que ça me pose un problème si on like ou on ne like pas, mais ce qui m'amuse beaucoup, c'est que je fais des phrases du jour. Donc je les invente moi-même du lundi au vendredi, j'écris la phrase du jour ou la vidéo du jour, mais ce sont toujours mes phrases. Et je suis toujours sidérée parce que les phrases que je trouve excellentes, je me dis là ça c'est vraiment bon. Aucun succès. Et la phrase que je trouve d'une simplicité déconcertante, celle-là, elle va être likée. Donc, ce que je veux simplement dire par là, c'est que si on met des choses pour être liké, on est à côté de la plaque. Parce qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et puis par rapport au Facebook, j'avais un client qui avait trouvé la bonne stratégie. Sa conjointe l'ayant quitté brutalement, il a été louer une Porsche et puis il a attiré grâce à cette Porsche tout un tas de jolies femmes avec lesquelles il se faisait prendre en photo et il les a tous bombardés sur la page Facebook et sa femme est revenue.
Ben voyons donc, du chantage affectif. Ah ben carrément. La stratégie, quand on parle de dépendance affective, la stratégie est bonne parce que sa conjointe, le voyant avec toutes sortes de femmes plus jolies les unes que les autres posant devant la Porsche, c'est évident que ça a réveillé sa jalousie. Bon, il a fait le coaching avec moi, puis il a laissé tomber la Porsche, les blondes qui allaient avec, et puis et sa femme. Ah, il y a ça, effectivement. J'espère que personne ne fera d'accident avec tout ce que tu dis ce soir, parce que des fois, tu dis des choses qui peuvent frapper les gens, là. Oui, je le sais, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui me détestent, mais il y en a beaucoup aussi qui vont me dire, j'ai tout compris le soir où je vous ai entendu à la radio avec Yannick Marceau. D'ailleurs, la fameuse Christine que je saluais tout à l'heure, c'est amusant parce que son conjoint était sorti acheter je ne sais trop quoi, et puis il entend notre conversation. Et il rentre chez lui en répétant Pascal Piquet, parce qu'il voulait pas oublier mon nom. Ouais. Et il est arrivé à la maison et puis tout de suite il a intéressé la fameuse Christine à mon site internet et puis voilà. Ça peut faire mal, mais en même temps c'est pour je c'est le pour sais. Le bien. Mais regarde, j'ai en montant, j'ai pris des gifles aussi. Je sais que mon livre, Le syndrome de Tarzan, qui est un best-seller, lui, je sais qu'il gifle. Mais en même temps, tu sais le nombre de fois que j'ai reçu des messages me disant « Merci, enfin je sais de quoi je souffre. Enfin, il y a un mot sur ma souffrance. Enfin. Et maintenant, je suis capable de me battre parce que je sais comment faire. » Donc oui, ça fait mal de se rendre compte que, aimer, c'est pas souffrir. Il faut pas faire des sacrifices, des concessions et des compromis. Et puis. Est-ce que c'est supposé être compliqué, l'amour? Non, c'est très très simple. Ouais. C'est très simple parce qu'on communique. Tu te rappelles mon fameux crack? Confiance, respect, admiration, complicité. On communique. Si tu ne communiques pas avec la personne que tu as en face de toi, qu'est-ce que ça fait? Ça fait deux gamins qui se disputent pour avoir raison. Et ça donne quoi? Il y en a un qui plie. Ou alors les deux se tapent dessus, comme je faisais moi avec mes deux conjoints. On se cognait dessus, c'était devenu notre façon de communiquer. Parce que des fois, entre deux personnes, ça peut super bien aller, mais quand vient le temps de présenter le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe à la famille, des fois, t'as la mère qui est pas contente parce qu'elle aimait mieux son ancienne bru, t'as ta belle-sœur qui s'entendait bien avec ton ancienne blonde qui là te boude. C'est pas toujours facile, ça non plus. C'est pas toujours facile, mais c'est symptomatique. Je veux dire, quand ta famille t'aime beaucoup, tes amis t'aiment beaucoup, et que ils ont des difficultés avec ta nouvelle conquête, c'est un voyant lumineux qui clignote. Parce que eux voient des choses que toi tu vois pas, t'es aveuglé par l'aspirine. Ouais. Et en général, la famille, les amis se rendent compte que ça marchera pas, mais encore là, on est humain et c'est possible que notre mère qui n'aime pas notre nouveau copain, c'est la mère qui est en défaut ou peut-être que ce soit la belle-sœur ou peu importe. Il faut distinguer deux mondes encore une fois là, il y a le monde des gens en déséquilibre affectif et le monde des gens en équilibre affectif. Ça là, si effectivement la mère avait une préférence pour l'ex et puis et même si l'ex n'était pas du tout la bonne personne pour son fils ou toutes sortes de choses, là on rentre dans des considérations de névrose, c'est-à-dire de déséquilibre affectif. Donc là, c'est un peu la foire d'empoigne. Mais si vous avez vraiment des amis et une famille qui vous aime et que cette nouvelle conquête fait l'unanimité dans le genre on a du mal avec, c'est sûr que c'est un symptôme. Pensez-y bien. Okay. Parce qu'en général, quand tu aimes quelqu'un et que ce quelqu'un aime quelqu'un, moi, je sais que mes amis, avant qu'ils ne rencontrent quelqu'un, leur quelqu'un à eux a été tout de suite en connexion avec moi. Ça a cliqué tout de suite. Parce que si j'aime quelqu'un et que ce quelqu'un-là aime quelqu'un d'autre, on est sur les mêmes valeurs et les mêmes croyances. Ça dépend toujours comment c'est fait, Pascal. Parce que si t'annonces à ta mère que tu viens que toi et ta conjointe, vous venez de vous laisser, puis la semaine d'après, il y a une nouvelle madame qui rentre dans la maison. C'est ça. C'est sûr, certain que ta mère, elle sera pas super contente parce que sa bru qu'elle avait depuis 15 ans, elle l'aimait bien. Et ça lui faisait de la peine aussi. C'est une autre séparation, là. Ah, oui, écoute, tu sais que j'ai une ex-mère, moi, là. J'en avais une, j'en ai plus, je l'ai virée de ma vie. Elle s'évertue à dire devant le deuxième conjoint que elle n'avait qu'un seul gendre, c'était le premier, le père de ma fille. Devant le deuxième et sous mon toit. Et même, je suis divorcée depuis, ma fille a 23 ans maintenant, ça doit faire plus de 20 ans, 21 ans, 22 ans, quand on compte pas. Eh bien, c'est complètement fou, elle appelle toujours le père de ma fille son gendre. Comment on fait pour empêcher ces gens-là de nuire à notre relation qu'on a avec notre nouveau partenaire ou notre partenaire de vie qu'on a depuis 10 ans, puis on se demande pourquoi que notre père ou encore notre mère vient tout le temps en contradiction avec notre
partenaire qui, pour nous, est le partenaire parfait ou la partenaire parfait? Ben, si c'est vrai, si je veux dire, si on est dans un monde d'équilibre et que c'est la famille qui est un petit peu déséquilibrée, il y a une position à prendre. C'est sûr qu'il faut protéger le nouveau conjoint si vous l'aimez et que c'est la famille qui est un peu bizarre ou tordue. C'est notre devoir en tant que conjoint ou conjointe de faire en sorte que on n'expose pas notre partenaire à l'acidité, voire la toxicité de famille ou de faux amis. Dans ma tête à moi, c'est évident qu'on se doit de protéger la personne. Moi-même, j'aurais jamais aimé présenter mon nouveau conjoint à celle que j'appelle l'ex-mère, parce que c'est pas possible. Ce sont des personnes extrêmement toxiques. Est-ce que ça te manque, ça, d'avoir viré ta mère de ta vie? Pas du tout. Ah, mais absolument pas. Est-ce que tu te poses encore, est-ce que tu as encore des questionnements le soir? Non, tu sais, on ne peut aimer que des gens aimables. Si on arrive à aimer des gens pas aimables, j'appelle ça du masochisme ou de la gourmandise. Mais dans ma tête, c'est clair. C'est ma théorie du tigre. Tu ne rentres pas dans la cage d'un tigre qui a pas mangé depuis 3 semaines, même si tu es la personne la plus gentille de la planète, tu sais ce qui va t'arriver. Donc toi, quand on dit ta mère va toujours être ta mère, ton père va toujours être ton père, toi te débarquer de tout ça, ces phrases complètement. Mais tu sais, si des personnes souhaitent garder des parents toxiques dans leur vie, j'ai aucun problème avec ça. Chacun fera ce qu'il veut. Chacun son couleur de natation. Dans mon monde à moi, ça ne sert à rien de se frotter à des gens qui te renvoient une image complètement erronée, si ce n'est une image complètement dévastée de toi-même. Quand on parlait du crack tout à l'heure, il y a l'admiration. Alors l'admiration, c'est très important. C'est de lire dans les yeux des personnes qui t'entourent de l'admiration. Ce que je lisais dans ceux de l'ex-mère, c'était assez hallucinant. Dans sa tête, j'ai toujours été écervelée et irresponsable, et en plus en dépression. Donc on s'entend qu'on n'a pas la même vision des choses. Alors ça sert à quoi de rester face à quelqu'un, que ce soit un conjoint, que ce soit un membre de la famille, que ce soit un ami ou je sais pas qui, ça sert à quoi de rester face à quelqu'un qui te renvoie un reflet dans lequel tu ne te reconnais pas? Parce que ces gens-là nous empêchent d'avancer. Mais carrément, c'est comme si on te mettait un miroir déformant. Tous les jours, tu te regardes dans un miroir déformant. Et tu finis par croire que t'es déformé. Regarder son image à travers un prisme déformant. Exactement, c'est ce qui se produit. Ouais, c'est ce qui se produit dans les couples. Ouais. Quand il y en a un qui dénigre l'autre en permanence. Et puis c'est pas forcément violent. Ça peut être ah bah oui, on le sait bien toi ma chérie, quand tu sauras cuire un rôti, ça saura hein. Est-ce que c'est conscient ça? Non. Non, ouais. Non. C'est pas conscient du tout, c'est juste il faut que tu comprennes que quand l'être humain, tu te rappelles ma théorie du boa, cette femme qui avait acheté un boa et qui le nourrissait tous les jours et il dormait dans son lit lové sous ses couvertures et il a grandi ce boa au bout de je sais pas moi une dizaine d'années. Bon, le boa a changé d'attitude, il dormait plus du tout lové sous les couvertures mais le long de son corps la dame, et il ne mangeait plus. Alors donc elle s'est inquiétée et le vétérinaire lui a répondu madame, dépêchez-vous de vous en débarrasser, il est en train de vous mesurer pour vous bouffer. C'est vrai, c'est une histoire vraie. Ça veut dire que les gens te mesurent quand ils sont en déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur et par peur, ils deviennent des dominateurs ou des dominés. Ouais. C'est aussi simple que ça, alors que le dominant qu'on évoquait tout à l'heure, lui, il a confiance. Il sait qu'il y a personne au-dessus de lui, personne en dessous, et que si quelqu'un rentre dans son couloir de natation, il sait parfaitement comment faire pour l'en sortir. Si quelqu'un se reconnaît ou reconnaît son conjoint ou sa conjointe à travers tes propos, est-ce que ça peut s'améliorer, ça? Est-ce que la personne qui fait ça constamment, nuire à son partenaire de vie ou à sa partenaire de vie, peut s'améliorer puis se rendre compte du mal qu'elle peut faire à la personne qu'elle aime? Il y a une échelle de Richter de la dépendance affective qui va de 1 à plus de 10. Ouais. Entre 1 et 4, les personnes vont pouvoir se réaligner. Et effectivement, si l'autre te laisse faire, c'est comme si tu marchais sur le pied de quelqu'un mais tu le sais pas. Ouais. Donc t'appuies. Si l'autre te dit pas, hop, aïe, tu marches sur les pieds, tu peux ne pas t'en rendre compte. Parfois, on s'en rend pas compte. J'ai un exemple flagrant. J'étais toujours persuadée que je laissais son espace à ma fille. Puis un jour, on a une conversation à 3, ma fille est là, et je dis, moi, je laisse toujours l'espace à ma fille. Puis ma fille me regarde droit dans les yeux et me dit non. Non. Oups, non. Carrément, elle me dit non. Oups. Et je me rendais pas compte. J'étais persuadée que je lui laissais son espace. Ouais. Donc, si la personne te le dit pas, tu crois que tout va bien. Donc oui, des fois on ne s'en rend pas compte. Alors il suffit de parler à l'autre et dire regarde, quand tu dis telle et telle chose, ça me blesse. Alors l'autre va dire oui, mais c'est pour rire. Non, mais ça me fait pas rire. Parce que souvent ça peut être pour rire, par un petit peu d'ironie, un petit peu tu sais, les gens font un petit peu les intéressants en plaisantant, puis il y en a toujours un qui sert de tête de turc. Bon, mais peut-être qu'il se rend pas compte que l'autre est blessé. Mais c'est à l'autre de lui dire qu'il est blessé.
Parce que en début de relation ou quand on a notre premier enfant, tu sais, ta blonde va te regarder parce que t'as mis la couche un peu de travers, elle déborde un peu, puis c'est cute, tu as mis la couche de travers, elle a fait un petit dégât. Mais quand ça t'est rendu au 4e enfant, là, puis là ta couche est de travers, là, elle te le dit pas sur le même ton que le premier enfant, tu sais, parce que ça fait, là, tu sais, des fois c'est l'usure du temps qui fait en sorte qu'on n'a pas toujours tendance à être toujours coquet dans notre façon de parler. Il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Au 4e enfant, on s'entend qu'on a moins de temps consacré au couple qu'au premier ou qu'avant. Il y a toujours des choses à réinstaller. Un nouvel élément dans la vie d'un couple peut débalancer. Donc il faut s'organiser et se parler. Moi là, je suis pour le dialogue. Il faut communiquer. C'est à l'autre de te dire si t'es en train de rentrer dans son couloir de natation ou à toi de lui dire qu'il est en train de rentrer dans ton couloir de natation. Il faut parler. Est-ce que Pascal Piquet a déjà été drogué à la passion? Ben oui. On l'a pas mal tous été, hein. Mais la passion, ça veut rien dire, c'est encore un coup de la névrose. Tu sais, quand on dit que le coup de foudre est dangereux, moi je souris, c'est pas le coup de foudre qui est dangereux, ce sont les gens foudroyés. Parce que si ce sont des personnes en déséquilibre affectif, ça veut dire qu'elles viennent de se reconnaître instantanément dans leur déséquilibre. Et ça fait des coups de foudre prodigieux, j'en ai eu quelques-uns. Ouais. Mais le dernier coup de foudre que j'ai eu, c'était avec mon amoureux que j'ai depuis 4 ans. C'est parce que on n'a rien vu venir, c'est juste au contact physique, en se faisant juste un hug que bout, il s'est passé quelque chose. Donc c'était pas du tout prémédité, c'était pas du tout nos névroses qui se connectaient. Donc faut faire attention à ça. La passion, ça dure combien de temps? On parle de névrose, on est d'accord, hein? Ouais. Ça va durer le temps que l'aspirine arrête de faire son effet. Ouais. Et après, c'est pour ça que tu lis des ânneries dans les magazines que l'amour peut pas durer plus de 3 ans, 7 ans, tu sais, comme les machines à laver ou je sais pas quoi, là, tu sais, il y a une date que tu ne peux pas dépasser. Mais c'est faux. Parce que j'ai un ami, moi, on dit toujours qu'il est drogué à la passion parce qu'il garde jamais ses blondes plus que 2 ans, 3 ans. Dès que elle veut s'impliquer, dès qu'elle veut passer à une autre étape, lui, on dirait qu'il est irresponsable puis non, je l'aime plus, c'est plus pareil comme quand on s'est rencontrés au début. Mais nous, on lui explique que la vie, là, c'est pas toujours les premiers 6 mois de votre relation. Non, il a juste un problème d'engagement. Dès que ça devient sérieux, se sent étouffé. Je le comprends, c'était mon cas aussi. On panique. Ouais. On panique. Donc, tant que j'ai pas rencontré l'homme qui était parfaitement au même niveau de névrose que moi, là, les hommes n'avaient aucune importance à mes yeux. C'était juste des friandises. Jusqu'à ce que je rencontre le père de ma fille, et puis lui, là, il était au même niveau de névrose que moi, dans les sphères très hautes. Ouais. Et là, ça a cliqué, ça y est, j'étais persuadée que j'étais folle amoureuse de lui, que c'était la passion, ou je sais pas quoi. Mais des coups de foudre passionnels, comme tu dis, qui sont principalement sexuels, j'en ai eu beaucoup quand j'étais une séductrice. Et ça se règle avec le temps. Ouais. Tout ça se règle. Tout ça, c'est un grand vide qu'on a à l'intérieur par carence affective, manque de reconnaissance, affection et protection dans l'enfance, et qu'on essaie de remplir. Et on essaie de le remplir par n'importe quoi, tout et n'importe quoi, alors que la seule chose qui va remplir ce vide, c'est la confiance et l'estime. C'est ça qu'il faut reconstruire. Comment vivre avec un ou une partenaire qui est toujours en état de stress par rapport à sa situation financière, par rapport à sa situation amoureuse? On peut parler d'anxiété dans certains cas. Comment on fait pour épauler notre partenaire? C'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que, en fait, cette personne-là, elle a cette souffrance. Elle a une souffrance comme un mal de dents, on y revient, et ça la coupe du monde extérieur. Donc, vous êtes face à une personne qui, à cause de cette souffrance-là, ne vous voit plus. Vous êtes un meuble. Et pire que ça, parfois un punching ball. Et cette personne s'enferme dans sa souffrance et elle devient agressive et c'est difficile. Donc, faut lui conseiller d'aller voir quelqu'un. C'est sûr qu'il faut régler ce stress ou cette anxiété parce que ça va la couper carrément de la situation de couple. Et dans les gens que toi t'as rencontrés, l'anxiété provient souvent est-ce qu'elle vient de quelque part en particulier? Est-ce que c'est par rapport à l'insécurité? C'est toujours le manque de confiance et d'estime. Au début, tu vas ressentir des inconforts, puis tranquillement, tu vas ressentir des épisodes d'anxiété, puis après, ça va faire de l'anxiété généralisée. Mais l'école de l'estime de soi, là, est où? Parce qu'il y en a pas d'école d'estime de soi. Hein. De temps en temps, tu vas rencontrer des gens qui peuvent avoir, tu sais, des jumeaux qui peuvent avoir eu la même éducation, puis t'en as un qui n'a pas aucune estime de lui, puis de l'autre côté, lui, son estime est très forte, il réussit à peu près tout ce qu'il entreprend, et l'autre, ça fonctionne pas. Mais ils ont les mêmes parents, ils ont le même sang. Ouais, mais pas la même perception, puis les parents n'ont pas forcément eu la même attitude envers les deux.
Il se peut qu'il y en ait un qui ait été plus insensé que l'autre. Il se peut qu'il y en ait un qui soit plus sportif que l'autre, ou toutes sortes de choses qui font que. Mais la bonne nouvelle, c'est que tout ça se répare. Les gens qui sont vraiment 100% déterminés à changer, ça se reconstruit. Ouais. C'est mon métier, reconstruire la confiance et l'estime. C'est bien plus rapide qu'on ne le pense. Et ça commence souvent avec les parents? Le manque d'estime de soi. Dans 90% des cas, ils sont effectivement responsables de ça. C'est que tu me stresses, hein? Je le sais à chaque fois, mais je me tue à te dire que tu es un bon père. Gars, je me dis, je leur dis-tu assez qu'ils sont bons, qu'ils sont beaux, je pense que oui. Assez. Je pense que oui. On se pose tout le temps plein de questions. Reconnaissance, affection, protection. Dès que tu leur donnes ça, tu les lances dans la vie. Mais oui, bien sûr. Et puis oui, les je t'aime, les compliments, les encouragements, les encadrer, qu'ils sentent que tu es là et qu'ils ont un soutien, et leur montrer qu'est-ce que c'est qu'un homme. Moi, j'ai plein de clients qui m'ont dit mais mon père m'a jamais dit ce que c'était qu'un homme. Et évidemment, on est dans une garderie géante. La majorité des gens sur une échelle de 1+2 ont pas grandi. Alors forcément, c'est difficile d'expliquer. On est dans une garderie géante. Oui, monsieur. Tes images sont tellement fortes. À chaque fois que je te reçois, là, tu me fais tellement réaliser plein de trucs. Ouais, ben oui. Ouais. 98% de la population n'a pas grandi sur une échelle de 1+10. Donc on boude, on fait des caprices, on a peur. Avoir peur du noir, franchement. Avoir peur du noir. Est-ce que tu trouves ça normal pour un adulte d'avoir peur du noir? Pas du tout. Les femmes, je leur concède. La femme, bon, elles ont le droit. À mes yeux, elles ont le droit. Bon, mais non, pas nécessairement. Moi, je crois pas. Monsieur, pour que les hommes les protègent. Pas du tout. Mais je vais t'avouer que quand on était jeunes, on était plusieurs à sauter juste 1 mètre avant d'arriver à notre lit. Là, fallait sauter sur notre lit parce qu'on avait toujours peur qu'il y ait quelque chose en dessous. Ou les dernières marches d'escalier qu'il faut monter plus vite. Oui, ou le garde-robe qui avait pas été fermé. Mais on était des enfants. Mais aujourd'hui là, franchement. Les amis, aujourd'hui. Moi, là, je vis dans une maison retirée. J'ai une immense maison. J'ai même pas de rideaux. J'ai des grands panneaux noirs quand la nuit est noire de l'extérieur. Et j'ai des clients qui me disent, mais t'as pas peur? Bon, est-ce que c'est normal d'avoir peur du noir? Non. Est-ce que c'est normal de bouder? Est-ce que c'est normal de faire des caprices? Non. Mais non. Est-ce que c'est normal d'avoir peur de parler en public? Ça, la peur de parler en public, elle vient après la peur de mourir. Donc la première peur, c'est la peur de mourir. La deuxième, c'est de parler en public. Il y en a qui préfèrent mourir que parler en public. Moi là, c'est pas aussi fort. Là, je préférerais pas mourir. Là. Mais de parler en public, c'est un cauchemar à chaque fois. Et je le dis souvent à mes élèves. Le premier jour où je les rencontre, je suis terrorisé. Pour quelle raison, j'en ai aucune idée. Mais tu sais, j'ai développé certains trucs là depuis que je suis là. Je pense que ça fait 6-7 ans là, dans ce coin-là. C'est que quelques jours avant, je m'imagine rentrer dans la classe, me mettre devant la classe et commencer à discuter aux élèves. C'est bien. Et là, je me dis, OK, tout va bien. C'est ça. C'est une excellente stratégie. C'est parce que tu montres à ton cerveau quelque chose que tu aurais déjà fait. Mais et ça donc, vient d'où, ça? Pourtant, j'ai jamais été tout nu devant personne. Non, c'est pas la question. Ça c'est... Devant un public, je parle. C'est comme la sollicitation téléphonique. C'est une passion. Il y a des gens qui ont cette passion-là et moi, j'ai la passion de parler en public. Ça, j'adore ça. Donc, il y a un don derrière ça aussi. Mais il y a aussi, après, quand les personnes ont peur, il y a aussi toute la batterie de peur du jugement, peur de la critique, peur de pas être adéquat, peur de perdre le fil de ce qu'on disait, peur de beaucoup de choses. Mais on sait pas d'où ça vient. Si, du manque de confiance. Mais pourtant, j'ai pas ça tant que ça. Tu sais, je pense pas que j'en ai un surplus. Mais alors, t'aurais peur de quoi, là? Le premier jour, t'as peur de quoi? Est-ce que tu es capable de l'identifier? Ça a toujours été ça. Je sais pas pourquoi. Quand le directeur m'a appelé pour dire, Yann, on a un poste d'enseignant, avec sa grosse voix, hein, Alain. On a un poste d'enseignant. J'ai tout de suite dit oui, parce que je me suis dit, voilà une excellente occasion pour moi de me surpasser, parce que jamais, même mon entourage dit, mais t'es complètement fou. T'es dans un ascenseur, puis tu cherches tout le temps à être dans le fond complètement de l'ascenseur pour être sûr de pas être devant le monde. Et là, en faisant ça, je me donne des défis chaque année, 2 fois par année, en fait. Mais c'est un cauchemar. Mais c'est parce que quelque chose, à un moment donné dans ton passé, quelque chose, il y a eu un ancrage qui a fait que c'est difficile. Mais ça se déprogrammerait facilement. Il y a quelque chose qui s'est produit. Ouais. Et on en vit tous, je pense, des gens qui sont à la télé ou des gens qui, quand on va dans des congrès, on en vit des gens qui s'expriment aisément devant tout le monde, qui sont très relax, qui sont capables de faire de l'humour. Je parlais avec Raphaël tout à l'heure. Raphaël était à l'école. J'étais pas très relax, hein. L'École nationale de l'humour. Puis elle nous a fait entendre un extrait quand elle était sur les planches. J'étais pas à l'aise. Mais tu t'exprimais bien.
Tu sais, aucune hésitation et tout ça. C'est une force, ça. Mais... mais c'est un don probablement aussi, parce que j'adore les caméras, les micros. Moi, tu me mets devant une caméra avec un micro, je suis au paradis. Mais moi, devant du public, je vais faire une drôle d'expérience samedi prochain à 9h. Je vais faire un webinaire sur Facebook, sur ma page Facebook. Un webinaire, là, tu te parles à toi-même. Il n'y a aucun contact avec un public. Ça va être assez bizarre. C'est la première fois, parce que j'adore le public. Moi, j'aime avoir des interréactions avec le public. On plaisante. Je fais un vrai show. Moi, je saute partout. La dernière fois, en Belgique, je sautais par-dessus les fauteuils pour leur faire comprendre quelque chose. Donc, je suis vivante. Mais là, face à un écran d'ordinateur, tu te vois toi-même et tu parles. Mais ça va être ma première expérience samedi. Je verrai bien ce que ça va faire. Mais je pense effectivement que c'est un don et ça repose aussi sur la confiance et l'estime. Mais encore là, on dit un don, mais moi, personnellement, j'ai un peu de difficulté avec ça, qu'on qualifie ça d'un don. Parce que je crois que quelqu'un qui a de la difficulté, soit à parler devant les gens ou qui a un manque de confiance en soi, je crois à la base, ça se travaille. Oui, tout à fait. Il suffit de se donner des défis, comme Marceau, lui, s'en est donné en acceptant de devenir professeur, puis de se présenter devant des élèves. D'autres, ça passe parfois à donner une conférence ou de raconter son histoire, que ce soit un passé difficile et raconter devant des gens, dire, écoutez, je suis passé par là, maintenant je suis rendu là. Et je pense qu'en se donnant des défis, on peut devenir des on bons peut améliorer. communicateurs. Il y a ce qui est inné et ce qui est acquis. Ouais. Et personnellement, quand j'étais gamine, à l'âge de 11 ans, c'est moi qui organisais les veillées chez les bonnes sœurs. J'écrivais les pièces de théâtre, j'étais actrice, je faisais les dialogues pour les autres. J'ai un tempérament, j'ai une actrice refoulée, je pense. Mais on peut apprendre, tu sais, que ce soit pour prendre la parole en public ou autre chose, que ce soit dans nos relations de couple, on peut apprendre à avoir plus confiance en soi. Mais oui, mais c'est mon métier. Là, la personne qui veut vraiment apprendre ça, c'est facile, c'est tellement facile. La personne l'adulte qui a toujours peur du noir, on en parlait tout à l'heure, eh bien, si cette personne-là ne confronte pas cette peur-là, ben, elle va toujours avoir peur du noir. Mais si elle se lance le défi de ne plus avoir peur du noir et de confronter sa peur, ben, il y a une possibilité de s'en sortir. C'est parce que si on reste un enfant, eh bien, on est un enfant. Et qu'on se retrouve un enfant terrifié aux commandes d'une vie d'adulte dans certaines sphères de notre vie. Donc, c'est certain qu'un enfant terrifié ne peut pas avoir de bonnes réactions. Et c'est cet enfant-là qu'il faut faire grandir, c'est clair. Et il faut devenir adulte complètement. On va faire une courte pause. Je vous rappelle que ce soir, on est avec Pascale Piquet, pascalpiquet.com. C'est une spécialiste de la dépendance affective et du bonheur. Elle a écrit, entre autres, le best-seller « Le syndrome de Tarzan ». Et ce soir, tu fais tirer un de tes livres. C'est le livre que tu as écrit l'an passé, je me trompe pas. Absolument. Et gagner au jeu des échecs amoureux. Être heureux en amour, ça s'apprend. Je le fais tirer maintenant. Notre invité de ce soir, elle est spécialiste de la dépendance affective. Allez faire un tour sur son site web pascalpiquet.com. Est-ce qu'on a un gagnant? Oui, on a un gagnant pour le livre et c'est une gagnante, c'est Diane Vizina. Diane Vizina. Oui. C'est quoi son problème, elle? C'est une bonne question. Elle aime lire. Elle aime juste lire. C'est une bonne question. Elle aime lire, tout simplement. Donc, on avait quelques points à aborder ce soir. Quand on parle de toxicité du partenaire, comment on peut définir que, supposons que moi et Raphaël, on est en couple, comment moi je peux définir si ma partenaire est toxique? Elle te fait souffrir. Ils nous font tous souffrir. Va pas au bar. Il me semble que t'es rentré tard. Au dépanneur, c'était long. Ça va jusqu'à être malade. Ça va jusqu'à faire de l'anxiété à cause du conjoint. Ça va jusqu'à développer des maladies. Ça va jusqu'à faire une dépression. Quand on n'est pas heureux, il faut se poser la question. Alors, soit il y a quelque chose à réparer dans le couple, c'est peut-être juste un dysfonctionnement ponctuel, soit ça a toujours été, puis ça va ne faire que grandir. Parce que plus l'autre va broyer ta confiance et ton estime, plus tu vas faire de l'anxiété et puis tu es sujet à des maladies ou une dépression. Ouais. Il n'y a pas une échelle de toxicité? Ah si, bien sûr. La même échelle que la dépendance affective, de 1 à plus de 10. C'est la même chose. Ouais. C'est le niveau de névrose. Et les personnes vont être du même niveau de névrose, elles vont se connecter. Celui qui donne avec celui qui prend, ils vont être au même niveau de névrose. Mais la décision à savoir si je la débarque de ma vie ou si elle me débarque de sa vie, c'est quoi sur l'échelle de 10? C'est dès qu'on passe 5? Ah mais je pense pas qu'on puisse le voir comme ça. C'est dès qu'on dépasse un seuil de souffrance qui est irréparable. Je veux dire, la personne. Combien de personnes ont dit homme ou femme à l'autre? Moi, je suis comme ça te convient pas, t'as qu'à t'en aller. Ouais.
Et souvent, j'ai entendu des femmes, en travaillant dans la restauration, j'ai rencontré plusieurs femmes et pas rencontré comme tu peux le penser là, mais rencontrer c'était des collègues de travail. Ce que je pense. Mais ce que je sentais des fois dans des relations qu'elle pouvait avoir puis qu'elle me décrivait comme étant des relations qui étaient pas nécessairement saines. Toi, tu dis toxiques là. Moi, j'avais l'impression que c'était saine dans ce temps-là là. C'est la peur de pas trouver quelqu'un de mieux. Ah ben ça, on se brade. Le pire là-dedans, c'est que tu te vends aux enchères et tu te brades au premier venu. Bien sûr, toujours la peur de la solitude. C'est un des points fondamentaux de la dépendance affective, la dépendance émotive. Ouais. C'est la peur d'être seul. C'est terrible. C'est l'enfant qui est rejeté à nouveau et abandonné par ses parents parce que ça s'est produit dans l'enfance et du coup, on a une peur terrible que ça se reproduise. On est prêt à n'importe quoi pour pas que l'autre parte. Je le sais, regarde, tu connais mon histoire, j'étais enceinte et mon mari me trompait toutes les nuits, c'était clair qu'il était ailleurs, il rentrait à 4h du matin pour repartir à 5h, mais je voulais pas le savoir, donc c'est pas lui qui me trompait, c'est moi. Je me trompais toute seule. C'était de ta faute? Non, je veux dire par là que c'était 50-50 et il m'a pas tordu le bras, je lui ai pas tordu le bras, mais la première nuit où il est pas rentré, j'aurais dû lui mettre ses sacs verts, comme on dit, sur le bord de la porte. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce que tu savais qu'il était toxique pour toi? Mais parce que j'étais en dépendance affective et je croyais que j'étais folle amoureuse de lui et que quand il aurait son bébé dans les bras, la magie opérerait, il verrait sa maîtresse et il reviendrait vers moi. T'es pas la seule qui a eu ce processus de pensée-là. Mais c'est pour ça que je juge absolument aucun de mes clients. J'ai fait pire que tous réunis. Quand tu lis le syndrome de Tarzan, si j'avais eu un coach à l'époque, il se serait arraché tous les cheveux de la tête. Ouais. C'est des processus dans lesquels on s'inscrit où on se fait un fantasme qui n'existe pas. C'est-à-dire qu'on tricote un fantasme autour de l'autre. Ce fantasme n'existe pas, mais on veut absolument qu'il existe. Ouais. Et pour avoir lu le syndrome de Tarzan que je trouve franchement intéressant là. Puis c'est pas parce que t'es là, tu me l'avais fait lire puis je l'avais lu pour l'entrevue. Ce qui m'a impressionné dans tout ça, c'est que tu te racontes au travers de ça. Puis je me dis elle dit tellement tout ce qu'elle a fait que tu te dis, il me semble que moi, j'ai fait un peu moins pire, fait que je pourrais me confier à toi. Bien sûr. Tu sais, parce que toi, t'es pire que moi. De toute façon, ça me rassurerait. Mais c'est vrai. mais tu as parfaitement raison. Oui. Les gens viennent vers moi et ils me disent, ce que je vais vous dire, j'ai jamais dit à personne, ni à mon psychologue, ni à mon psychiatre, ni à je sais pas qui, mais ils se sentent en confiance parce que je ne cache rien. Voilà. Mais bien sûr que non. Je suis tombée dans tous les pièges qui se présentaient. Et la tête la première. Mais complètement. Ouais. Mais je suis fière d'être ce que je suis aujourd'hui parce que c'est grâce à ce passé-là. Donc évidemment que les gens quand tu veux arrêter de boire, tu veux pas vers une bonne sœur, tu vas aller vers un ancien alcoolique ou une personne qui a arrêté de boire. Donc quand tu veux sortir de la névrose, tu vas aller vers quelqu'un qui l'a traversé. C'est ma qualité, c'est que je l'ai traversé et terrassé toute seule. Personne n'a jamais rien expliqué. Donc après, j'ai passé mes diplômes en PNL, programmation neurolinguistique. J'ai eu plusieurs formations qui m'ont permis d'élaborer des techniques qui sont mes techniques à moi pour guider les personnes pour sortir de là. On en sort, on n'est pas condamné à vie. Comment tu rencontres ces gens-là? Oh mais le web, mon numéro de téléphone est nulle part. Le web, ils vont taper des mots-clés, souffrance, couple, angoisse, je sais pas, n'importe quoi là. Des fois là, c'est des mots. Salut Pascal, ça va? Oui, ça va très bien. J'aimerais ça te rejoindre. Oui, tape souffrance sur Google. C'est ça. Tu veux me trouver? Souffrance, dépendance affective. Ouais. Rupture, rupture amoureuse, plein de mots-clés comme ça, puis on tombe dessus. Alors tu sais, tu connais le web, c'est depuis 2007 que j'écris des articles tous les mercredis, dont j'en ai à peu près 400. Ouais. Quand les gens me disent je suis tombée par hasard sur votre site, par hasard, c'est parce que ça fait longtemps que je travaille dessus. J'ai même une chaîne YouTube, Pascal Piquet, où on peut découvrir, il y a presque 80 nos radios, toutes les radios sont là. Ouais. Toutes nos émissions, les émissions de télé, tout ce que j'ai pu faire, toutes mes phrases du jour, tout est là. Mais nombreux sont ceux qui me disent mais j'ai passé la nuit à vous lire. J'ai passé la nuit, je suis tombée sur votre site, j'ai passé la nuit à vous lire. C'est ça la beauté de la rapidité des moyens et des nouvelles technologies d'aujourd'hui, c'est que les gens sont renseignés immédiatement.
Avant, on était isolés dans notre coin, là, et puis c'était difficile de comprendre de quoi on souffrait. Moi, là, il y a 16 ans, personne ne m'expliquait de quoi je souffrais. J'ai failli en tuer un, j'avais 2 même. Ma vie était dévastée, je faisais de l'anxiété généralisée, mais je savais absolument pas de quoi je souffrais. Aujourd'hui, tu tapes anxiété, tu mets 2-3 mots-clés, tu vas avoir la réponse. Et les gens arrivent sur mon site et ils comprennent de quoi ils sont affectés. Est-ce que tu avais pensé à ce moment-là, quand tu souffrais énormément, de consulter des psychologues, de consulter... Mais écoute, bizarrement, mais tu sais dans quelles circonstances j'ai eu besoin d'aide le plus vite possible, c'est que je savais que j'allais tuer mon deuxième conjoint. Ouais. Il allait payer pour le premier, puis pour tous les autres, et puis pour la fin dans le monde, les enfants tués, les femmes violées, les hommes tout ça, c'était de sa faute à lui. Voilà. Il cristallisait, tu sais, là, j'étais une espèce de bombe qui allait sauter, de l'injustice, de l'humiliation, rejet, abandon, et vas-y. Donc du coup, lui là, il était assez fort pour venir me titiller, et je te le dis franchement, je savais que j'allais le tuer. Je le savais. On vivait plus ensemble, mais je savais il avait le don de venir me défier, et j'ai couru vers une solution rapide. La psychothérapie ne me paraissait pas assez rapide pour ne pas le tuer. Et je me demande même ce qui se serait passé si j'étais allée voir quelqu'un pour raconter tout ce qu'il me faisait. Je pense que j'aurais armé le fusil en sortant de là, mais j'aurais allé me le faire. Donc j'étais vraiment dans l'urgence. J'étais vraiment dans l'urgence, et je suis allée vers le shiatsu, puis j'ai dit à cette personne, faut vraiment se dépêcher parce que je vais le tuer. Et puis c'est pas une métaphore. Je savais que j'allais disjoncter. Alors évidemment, je t'impressionne pas, je fais 1m65 et 52 kilos, mais le shiatsu, t'es allé vers le shiatsu. C'est la manupuncture. Il fallait désarmer la colère et la tristesse. Et en 4 séances, on a réussi à contrôler ça. Et la fois où il est revenu me défier, j'ai appelé la police. Tu te rappelles bien cet épisode où j'appelle la police et la police me dit, madame, êtes-vous en danger? Je dis non, pas moi, lui. 6 pieds 2, moi 5 pieds je sais pas quoi. Quand les policiers sont arrivés, ils se demandaient ce qui se passait ici. Mais j'étais dans l'urgence parce que on nous pousse à bout. On est pris dans le même piège. Donc au lieu de s'en aller, mais les 2 fois, c'était ma maison. Comment tu veux t'en aller de ta propre maison? Impossible. C'est impossible. Donc regarde, à un moment donné, il était rentré par une fenêtre et il me dit, je veux te parler. J'en ai assez entendu, sors de chez moi. Non, je resterai tant que je voudrais. Boum, j'ai disjoncté. Donc je savais que la fois suivante, j'allais, tu sais que j'ai été jockey, moi, hein. J'étais jockey, j'ai pratiqué les arts martiaux, j'ai monté les chevaux de course en France. Je suis assez physique, on va dire. Et bien, j'ai disjoncté. Mais ton plan était fait, là. Quel plan? Ton plan de mettre fin à ces jours. Non, je savais qu'il allait me défier, je savais qu'on allait se battre, et je savais que j'allais disjoncter, c'était ça ma grande terreur. Okay. Je savais que j'allais disjoncter, et puis quand tu disjonctes, tu as une force surhumaine, tu le sais. Et puis tu vois rouge, et puis il y en a un des 2 qui reste sur le carreau, c'est sûr. Okay. Est-ce que tu y as repensé longtemps après à ce texte-là, qui à un moment donné t'as réussi à sortir de ta vie? Est-ce que tu te disais, j'aurais peut-être dû essayer d'améliorer les choses? Parce que souvent, dans des relations toxiques, bon oui, on réussit à se séparer, à les vivre séparément, mais n'en demeure pas moins qu'il peut rester encore une petite fibre amoureuse, là, que toi tu diras pas que c'est de la fibre amoureuse. C'est de la dépendance affective! Yes! Mais tu me l'as enlevé de la bouche. C'est pas facile des fois de mettre très définitif à une relation. J'étais allée jusqu'au bout du rouleau avec les 2. Tu vois, j'ai plutôt fait péter le champagne, la bouteille de champagne, que eu quelques remords. Mais c'est vrai que même si une personne est toxique, on a tendance à y repenser et on pense au bon moment. On n'est pas cinglé quand même. Donc tu penses pas au moment où la personne te frappait, t'humiliait ou te mentait. Tu vas penser aux moments qui vont te manquer. Donc oui, tu peux encore penser à l'ex, même si l'ex était toxique, parce que ce sont les moments, même parfois 0,2% du temps que tu as passé avec qui était bon, mais tu vas focaliser sur ces 0,2%. Donc tu vas continuer à penser à l'autre, mais pas du tout parce que l'autre te manque, c'est parce que ce qui te manque, c'est une relation. Et alors, les gens associent le fait d'avoir cette envie de relation à l'ex, parce que la mémoire les renvoie à l'ex. Pendant 11 ans, tu sais que je suis restée célibataire et abstinente, quand je pensais sexe, pouf, ça me ramenait à l'ex. Mais pas du tout parce que je voulais qu'il revienne dans ma vie, mais parce que c'était ma dernière mémoire de sexe. Référence. Oui, donc hop, on repart. Mais tu sais, mes clients, je les taquine, je leur dis, ok, tu penses encore à l'ex, et même si tu comprends que ça pouvait pas cadrer, puis que c'était voué à l'échec. Mais si j'avais une boule de cristal et je pouvais te montrer la personne avec laquelle tu vas être parfaitement heureux ou heureuse dans le futur, celui-là, t'en aurais plus rien à faire. Et c'est vrai. Est-ce que le temps arrange les choses? Oui. Le temps est un allié.
Le temps assouplit vraiment les choses. Mais il faut travailler sur la confiance et l'estime, comprendre pourquoi on a été propulsé vers des gens comme ça, pourquoi on les a laissés nous humilier, et ensuite, en reconstruisant la confiance et l'estime, avoir les outils pour choisir la bonne personne. C'est le thème de gagner au jeu des échecs amoureux. Parce que oui, être heureux en amour, ça s'apprend. Il y a des règles à respecter. Parce que quand on parle à des gens qui ont eu des fins de relation très douloureuses, des fois c'est un ou l'autre qui se laisse, 2-3 ans plus tard, quand l'autre personne a refait sa vie, a fait un retour sur elle-même, elle dit mais pourquoi j'ai resté là-dedans aussi longtemps? Pourquoi je suis pas parti avant? C'est sûr et certain que le moment où tu prends ta décision de quitter, ça doit être épouvantable. C'est ton monde au grand complet qui change. Des fois, il y a des enfants qui sont impliqués, mais très souvent, ce que moi je constate, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, ces gens-là ont un gros sourire, ils se demandent pourquoi ils étaient pas partis avant, parce qu'ils étaient dans une relation toxique. Parce que aveuglés, parce qu'on nous a enseigné que aimer c'est souffrir et qu'il faut faire des sacrifices, des concessions et des compromis. Donc on en fait, mais à un moment donné c'est plus possible. Donc le pire là-dedans, Yannick, c'est ceux qui se tuent. Ceux qui se tuent, ils auraient attendu un petit peu plus longtemps là, ils auraient plus envie de se tuer. Tu comprends? C'est ça qui est dramatique. Le suicide, c'est une solution radicale à un problème ponctuel, mais ils ont une telle souffrance et un tel vide à l'intérieur que la seule façon d'arrêter cette souffrance à leurs yeux, c'est de tirer la plug. Mais il faut pas faire ça. Est-ce que tu rencontres encore des dépendants affectifs chez toi pendant une fin de semaine? Oui, pendant une fin de semaine, pendant une semaine entière, les gens de l'Europe qui viennent passer une semaine, j'en ai un qui arrive dimanche, par Skype aussi. Par Skype, j'ai des clients en Australie, à Hong Kong, en Haïti, en Belgique, en France, partout. Là, t'étais où, là, ce matin, là? J'étais au Nouveau-Brunswick. Au Nouveau-Brunswick. J'étais en immersion totale en anglais. C'est quoi le problème, eux autres? L'anglais. C'était moi le problème. La dépendance affective. C'était moi le problème là-bas. Non, je suis partie. J'ai juste le petit projet d'envahir les États-Unis à un moment donné. Ah ouais? Ouais. Je serais peut-être l'antidote à Trump. Peut-être, qui sait. Tu vas peut-être pouvoir le rencontrer, l'aider. Non, c'est pas mon souhait. Mais aider les Américains, oui, ça j'aimerais beaucoup. Oui, les Canadiens anglophones aussi, parce que ils ont souvent me demandent si mon livre est traduit en anglais, mais pas encore. Je cherche un éditeur canadien anglophone ou américain. Okay. C'est pour ça que je parfais mon anglais. Pour les gens qui veulent en savoir plus sur la dépendance affective et le bonheur, ils font quoi, Pascal? www.pascalpiquet.com et j'ai ma page Facebook aussi à mon nom, une page professionnelle et puis ta chaîne YouTube et ma chaîne YouTube et donc un webinaire samedi à 9h du matin, 9h AM pour le Québec et puis c'est 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 heures pour l'Europe parce que tu sais que l'Europe nous écoute hein. Ah oui? Ben oui. À cette heure-ci? Oui, mais où ils l'écoutent en différé, mais regarde. Ils ont 6 heures de plus, c'est ça? Ouais, 6 heures de plus, mais il y en a qui 4 heures du matin. Puis je salue tous ceux qui sont sur la route et puis je vais vous rejoindre parce que je rentre à Saint-Jean-de-Mata ce soir. Donc, ne glissons pas, soyons tous prudents, s'il vous plaît. Un gros merci d'être passé, puis dans quelques semaines, on aura l'occasion de te revoir encore une fois à l'émission. Un gros merci.